La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Alors si je vous dis allergie, piqûres d'insectes, intoxication alimentaire et même maladies sexuellement transmissibles, bref des souvenirs de vacances que l'on souhaite éviter, eh bien aujourd'hui on va vous donner tous les bons réflexes pour éviter de rencontrer ces petits désagréments pendant les vacances. Comment se protéger, quelles réactions adopter avant le départ et pendant la fameuse intoxication, on vous dira tout avec nos experts. La santé en mouvement spéciale maladie du voyage, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un médecin allergologue, Madeleine Epstein. Bonjour, on est ravis de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Alors pour commencer Madeleine, parce qu'on aime bien commencer par des définitions, on entend souvent parler d'allergie, mais qu'est-ce que ce mot signifie puisque c'est votre métier, allergologue? Alors, bonjour. Une allergie, c'est réagir différemment, c'est-à-dire avoir une réaction anormale à quelque chose qu'on devrait normalement tolérer. C'est ça la définition. Alors à l'inverse, l'intolérance, justement, puisque vous en parlez, c'est quoi par rapport à l'allergie? Alors en fait, ce qui distingue les deux, le point commun, c'est qu'on réagit à quelque chose qui ne devrait pas nous faire réagir. Et la différence, c'est fondamental parce que ça implique une autre prise en charge. C'est que dans l'allergie, vous avez une implication du système immunitaire. C'est notre armée de défense qui circule. Et dans l'intolérance, c'est plutôt une action différente. Et ce sont des mécanismes différents. Et ça peut être les mêmes symptômes, mais ça peut être différent aussi. Alors, on va commencer très concrètement par ce qu'on appelle les allergies alimentaires. Déjà, elles sont de plus en plus fréquentes, mais en voyage, elles peuvent être particulièrement problématiques. Expliquez-nous quelles en sont les causes, que l'on aille au Brésil, en Thaïlande ou dans n'importe quel pays exotique, et quels sont les risques concrets de ce type d'allergie? Alors, la cause de l'allergie alimentaire, bon, c'est multiple. Les changements l'évolution de la société fait que notre système immunitaire rejette des choses qu'il devrait tolérer et qu'il tolérait dans le temps puisqu'on n'avait pas autant d'allergies alimentaires. Donc les causes, elles sont multiples. L'effet, c'est que maintenant, on a de plus en plus de gens qui, alors l'un la cacahuète, l'autre le blanc d'œuf, l'autre, enfin tout un tas d'aliments peuvent réagir de manière plus ou moins sévère. Allergie alimentaire, ça peut être grave, mais c'est rare quand c'est très grave. La plupart du temps, c'est pas très grave, mais il faut quand même éviter parce qu'on ne sait jamais, a priori, ce que ça va devenir. Et donc, effectivement, le problème quand on voyage, c'est de ne pas savoir, encore moins que quand on est chez soi, de ne pas savoir ce qu'on mange. Et donc, à quel risque on s'expose. Donc il y a l'eau, il y a les fruits, on dit qu'il faut les laver, l'eau il ne faut pas la boire au robinet, tout ça est facteur d'allergie alimentaire? Pas particulièrement, ça c'est plutôt le registre hygiène. Ce qui est facteur d'allergie alimentaire, c'est d'être exposé à un allergène, soit qu'il est connu, auquel cas il faut trouver le moyen d'éviter de le consommer, soit qu'il n'est pas connu, et alors là c'est la découverte, c'est l'accident, parce qu'on n'en avait pas mangé, on ne savait pas, et puis ça peut arriver aussi. Alors dites-nous très concrètement, comment on peut se protéger, parce qu'on ne trouve pas forcément des produits que l'on a quand on est dans sa ville de départ. Comment se prémunir justement de ce genre de risque? Alors c'est effectivement un vrai problème quand on voyage, parce que déjà quand on est chez soi, les garanties de ne pas tomber sur l'aliment en cause, elles sont pas à 100%. Il y a toujours des pièges. Alors le problème supplémentaire quand on voyage, c'est la barrière de langue. C'est-à-dire si vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un dans une autre langue, alors heureusement maintenant on a les applications avec les traductions, ça c'est fantastique, ça a beaucoup aidé tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près les mêmes conseils que ce qu'on donne ici, c'est-à-dire n'achetez rien ou ne mangez rien dont vous ne connaissez pas la composition. Donc alors chez soi c'est plus facile, c'est-à-dire de pas acheter des trucs tout faits. Acheter ses matières premières et faire à manger. Alors quand on est chez soi, c'est facile. Bien sûr, quand on voyage, on n'est pas là pour faire les courses et la cuisine. Donc c'est essayer de repérer des restaurants de confiance où vous savez ce qu'on vous sert. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que on a envie de tester des choses un peu exotiques et un peu différentes. C'est le principe du voyage aussi. Alors, tester des choses différentes, il n'y a pas de problème. En général, on ne fait pas d'allergie à quelque chose qu'on n'a jamais mangé avant. Sauf que ce serait trop facile. Il y a toujours des structures qui peuvent être communes entre différents fruits. Donc, on peut quand même réagir par ce qu'on appelle une allergie croisée. C'est pas obligé. Donc, il faut trouver le compromis entre ne pas se pourrir la vie en faisant attention à tout et ne pas prendre de risques en faisant n'importe quoi. Alors,
il y a des allergies qui passent pas uniquement par l'assiette, elles peuvent être aussi liées à ce que l'on respire. Expliquez-nous dans quelle mesure. Alors, les allergies respiratoires, c'est les classiques rhume des foins, l'allergie aux chats, l'allergie aux acariens, aux moisissures, c'est des choses qui sont dans l'air. Et quand vous y êtes allergique, ça va attaquer les muqueuses, donc les yeux, le nez, les bronches, donc rhino, rhinite, conjonctivite, asthme. Donc, quand on sait qu'on est allergique, qu'on a une allergie respiratoire, et pour les allergies alimentaires aussi d'ailleurs, il faut partir bien entendu avec sa trousse d'urgence, avoir les médicaments. Alors après, prévenir l'exposition à ces allergènes, c'est une gageure. On ne sait jamais, quelqu'un qui n'est pas allergique va vous dire oui, c'est propre chez moi, mais c'est pas le même degré de propreté bien ni sûr. Le même degré d'entretien. Donc vous savez jamais, vous pouvez jamais être certain que la couverture va pas être pleine d'acariens, que le local va pas être moisi, qu'il va pas y avoir un chat à côté. Donc il faut essayer de poser les bonnes questions, espérer avoir les bonnes réponses et puis surtout avoir ces médicaments. Et ça, on peut aller chez vous peut-être faire une consultation en amont pour détecter un petit peu si on va dans un pays très exotique, ce qui est bon et ce qui est moins bon. Alors quand on est allergique connu, on doit déjà avoir consulté bien sûr et avoir les bons réflexes, c'est-à-dire savoir ce qu'on peut faire, savoir jusqu'où on peut aller et surtout avoir ces médicaments et encore plus savoir les utiliser à bon escient. Alors justement, vous parlez beaucoup de ces fameux médicaments. C'est quoi la trousse de médicaments idéale, on va dire? Et est-ce qu'il y en a une par typologie de pays? Non. C'est des symptômes. Ça veut dire qu'un asthmatique doit avoir son bronchodilatateur, voire ses corticoïdes. Un allergique, urticaire, éternuement doit toujours avoir ses antihistaminiques. De toute façon, il vaut mieux avoir des antihistaminiques. Ça marche aussi sur les piqûres de moustiques. Les antihistaminiques, ça empêche de gratter. De toute façon, au pire, ça marchera pas. Donc ça, c'est pas mal d'en avoir. Ça s'achète partout dans toutes les pharmacies. C'est pas. Mais quelqu'un qui se sait allergique, la prudence, c'est quand même en amont, il doit avoir consulté, il doit savoir quoi faire selon son type de réaction. Le médecin va lui dire, voilà, si vous arrive telle chose, vous faites telle chose, et puis au cas où, le recours ultime, etc. On a une stratégie, on a des plans d'action quand même qu'on peut remettre aux patients. Il y a des choses qui sont assez classiques, beaucoup d'entre nous qui allons partir, ce sont les insectes, toutes ces petites bêtes, mais aussi les méduses, les araignées. Ça, comment se prémunir ou comment justement anticiper et quels produits? Alors, se prémunir, quand ça vous tombe dessus, après on peut prendre l'extrême, ne pas se baigner parce qu'il y a des méduses, ne pas aller à tel endroit parce qu'il y a des insectes. On se protège avec toutes les mesures de protection qui sont connues. Et derrière, s'il y a une réaction, la réaction aux méduses c'est rare, mais ça existe. De toute façon, c'est la prise en charge d'une réaction allergique. Et qu'est-ce qu'il faut avoir avec soi quand on est à la plage, qu'il y a des méduses et qu'on se fait piquer pour un enfant ou pour un adulte? Alors ça, les avis sont variables. Et le vôtre? Faut désinfecter, il faut prendre des antihistaminiques et puis consulter si ça va pas. Très bien. D'autres choses qu'il faut avoir dans sa trousse à pharmacie? Alors, un antihistaminique, selon le cas, un corticoïde pour l'asthme. Et pour les allergies, le risque d'allergie sévère, c'est le stylo d'adrénaline auto-injectable. Mais d'avoir sur soi un stylo d'adrénaline sans en connaître le mode d'emploi, sans le maîtriser, sans savoir quand est-ce que vous allez vous en servir, ça sert à rien. Donc il faut vraiment une éducation en amont. Et là, j'allais vous demander le rôle de l'aidant ou de l'accompagnant. Vous dites que c'est important justement que les membres de la famille soient Alors, je dis solidaires. toujours, quand je donne un stylo d'adrénaline, quand je prescris un stylo d'adrénaline, je dis toujours, vous apprenez par cœur comment ça le fonctionnement, et 2, il faut que tous vos proches, ceux qui voyagent avec vous, soient en mesure de l'utiliser si jamais il vous arrive quelque chose de grave et que vous-même n'êtes pas en mesure de le faire. Donc c'est hyper important que tous les gens proches sachent se servir de ce dispositif. Alors Madeleine, imaginons, on est tombé malade, mais on est tombé vraiment malade à l'étranger. Quelle est votre recommandation pour ne pas céder à la panique et que faire? Alors évidemment, paniquer sert à rien, mais c'est un vœu pieux. Il faut essayer de contrôler, de respirer un grand coup et puis d'appeler les services d'urgence. Alors effectivement, ceux qui ont des risques d'allergie sévère, en amont, ils doivent se renseigner. Si jamais il m'arrive quelque chose, il faut toujours qu'ils aient leurs médicaments sur eux. C'est pas on va au restaurant, on laisse pas sa trousse d'urgence dans la chambre d'hôtel. On l'a avec soi dans le restaurant, bien sûr.
Et puis, si jamais ça se passe mal, préalablement, s'être renseigné, qu'est-ce que j'ai comme recours médical, à qui je peux faire appel et comment je peux y aller. Madeleine, pour conclure, un message destiné aux auditeurs qui se savent allergiques ou qui ne se le savent pas encore allergiques. Le top 3 des éléments à prendre dans sa trousse de toilette. Alors, s'ils se savent pas allergiques, faut pas sombrer dans l'hypocondrie. On vit comme tout le monde. Quand on se sait allergique, tout dépend du degré de risque. Ça, c'est à établir par le top 3. C'est sa trousse d'urgence, son traducteur et puis un petit peu se renseigner sur ce qu'on peut faire sur place. Merci beaucoup, Madeleine Epstein. Je rappelle que vous êtes allergologue. Restez avec nous dans quelques instants. Nous vous ferons découvrir ce que sont les MST et les IST et comment y faire face lorsque l'on est en voyage, car on les croyait disparus, mais vigilance tout de même. La santé en mouvement spéciale maladie du voyage, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un vénérologue, membre du syndicat national de dermatologie et de vénérologie. J'ai nommé Roland Viraben. Bonjour Roland. On est également ravis de vous recevoir en plateau. Et une fois encore, même s'il y a des évidences qui sont bonnes à rappeler, qu'est-ce que la vénérologie ? La vénérologie, ça c'est un vieux terme, parce que les maladies vénériennes, c'était essentiellement la syphilis et la chaux-de-pie, la gonococcie, et c'était des maladies, je dirais, traditionnelles qui se connaissaient, que l'on connaît depuis le 19e siècle. Et depuis, on a modifié un peu ce terme de maladie vénérienne pour utiliser des termes soit de maladies sexuellement transmissibles, soit d'infections sexuellement transmissibles. Alors pourquoi ces deux nouveaux termes ? D'abord, pour prendre en cause un certain nombre de maladies infectieuses qu'on ne connaissait pas il y a 100 ans. Ce sont des maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire qu'on ressent des symptômes. Et puis aussi, peut-être surtout, pour prendre en compte ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire des infections qui vont passer inaperçues et qui vont se manifester par leurs complications. Le modèle de ce type de maladie, c'est le VIH. C'est-à-dire, on est contaminé, la plupart du temps, ça passe complètement à l'as, et puis ce sont les effets de l'immunosuppression que l'on va enregistrer. Alors Roland, expliquez-nous, parce que dans toute cette taxonomie de maladies, on a l'impression qu'elles ont disparu, mais dites-nous un petit peu tout ce qui circule en ce moment et dont on va parler plus tard dans cette émission. C'est quoi les grandes maladies et les grandes catégories justement de ces maladies ? Alors, il y a une maladie qui a fait quand même le buzz, c'est le VIH. Le VIH qui est toujours là. Il n'y a pas d'augmentation flagrante de contamination, mais les contaminations sont régulières. Et par contre, il y a des maladies qu'on appelle... Alors, le VIH, c'est une maladie virale, et il y a des maladies bactériennes qui sont la syphilis, la gonococcie, c'était la blénorragie, la chaux-de-pie, tout ça c'est des termes qui sont synonymes. Et il y a le chlamydia qui peut entraîner des problèmes de fertilité. Et il y a également, qui est une maladie qui est moins dermatologique mais qui est très grave, c'est l'hépatite virale, surtout l'hépatite virale B. Voilà le tour d'horizon. Alors autant le VIH est donc relativement stable, autant les maladies bactériennes sont toujours en progression et posent des problèmes même de traitement à l'heure actuelle. Oui, parce que beaucoup de gens se sentent éloignés de ce genre de pathologie en se disant elles appartiennent au siècle passé, voilà, on est dans des règles d'hygiène, mais c'est vraiment très important de rappeler qu'il y a une recrudescence de ces pathologies et qu'il est avant tout essentiel de se protéger. Et il est notable que le syndicat a fait une étude récente et la plupart des sujets interrogés, surtout les jeunes, se caractérisent par une méconnaissance de toutes ces maladies, je dirais, classiques. Donc, il est important de saisir toutes les occasions pour compléter leur connaissance. Parce que c'est... Roland, pourquoi ces fameuses maladies, justement, elles sont plus, on est plus vulnérable quand on est en voyage? C'est l'exotisme du voyage qui fait que, effectivement, la rencontre d'un nouveau partenaire est dédiabolisée, on va dire, ou alors elle circule partout?
Alors, avant tout, je crois qu'il faut se rappeler qu'il existe un tourisme sexuel. Et ça, c'est pas négligeable. Quand on sait que l'augmentation des nombres de cas de maladies bactériennes comme la syphilis, comme la gonocoxie, se développe sur des populations qui sont relativement âgées, c'est-à-dire ont plus de 50 ans, ça, c'est un élément en faveur d'un tourisme sexuel qui est toujours présent. Alors, à cet égard, je souligne que ce tourisme sexuel est puni sur le plan légal et que il peut y avoir des mises à l'accusation en France pour des actions qui ont lieu à l'étranger. Hein. On n'est pas parce que ça s'est passé loin, ce n'est pas oublié au niveau local. C'est bien de le rappeler, c'est important de le rappeler. C'est important, je dois le rappeler. Alors, il y a ce tourisme sexuel, et puis il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le mouvement de population favorise les maladies transmissibles de façon générale et les maladies sexuellement transmissibles en particulier. Il y a un relâchement qui est évident. Hein, il y a l'attrait du nouveau, la rencontre qui est inattendue, qui surprend et pour laquelle on n'est pas préparé. Alors, concrètement, Roland, concrètement, quels sont les symptômes justement? Voilà, on rentre de voyage. Comment savoir si on est infecté, malade? Quels sont les principaux symptômes de ces pathologies? Alors, la première chose qu'il faudrait comprendre, c'est que ces pathologies n'ont pas de symptômes, la plupart du temps. C'est-à-dire que les symptômes se manifestent à moyen ou à long terme. Les seules maladies qui ont des symptômes, c'est ce qu'on appelle la chaude-pie, c'est la gonocoxie, qui n'est pas la plus fréquente, hein, qui donne une brûlure urinaire importante, mais qui... finalement, n'est pas la plus redoutable des maladies sexuellement transmissibles. Alors, je voudrais dire d'emblée aussi un élément qui me semble important, c'est qu'il n'y a pas de règle générale en matière de voyage. Il existe une spécialité qui s'appelle la médecine de voyage, c'est-à-dire qu'il faut, lorsqu'on prépare son voyage, tout dépend de sa destination, et le plus sage, c'est de se rapprocher d'un service de maladies infectieuses, où on fait également les vaccinations, par exemple la vaccination de la fièvre jaune, et de se renseigner sur les risques encourus lorsqu'on se déplace. C'est un risque infectieux général et particulier pour les maladies sexuellement transmissibles, parce que il existe des destinations, on le sait, à risque. On n'a pas du tout la même prévalence des infections selon que l'on est en Thaïlande ou en Norvège. Et on n'a pas la même prise en charge également pour ces maladies. Quels sont les traitements, Roland? Quels sont les traitements, justement? Voilà, vous rentrez de voyage et comme vous le dites, vous n'avez pas forcément de symptômes. Comment faire déjà pour stopper un processus et ne pas contaminer de nouveaux partenaires? Alors, la première chose à faire à ce moment-là, c'est de faire du dépistage. Et ce dépistage, il peut se faire très facilement. Un dépistage peut se faire gratuitement dans tous les laboratoires de biologie médicale qui font pour les sujets qui ont moins de 26 ans un dépistage gratuit. Et pour les sujets qui ont plus de 26 ans, eh bien, ils sont pris en charge par la sécurité sociale et le complément par la mutuelle. Et s'ils veulent en plus des conseils de prévention, à ce moment-là, ils s'adressent à des centres de dépistage anonyme et gratuit, ce qu'on appelle les CEGID maintenant, ou des centres également de planning familial, toute structure qui propose également de faire du dépistage et qui donne également un accompagnement. Enfin, et je dirais aussi, il faut défendre sa profession. Il ne faut pas oublier que le dermatologue est le spécialiste des maladies sexuellement transmissibles parce qu'il est vénérologue, qu'il peut faire également des examens génitaux au cas où on aurait une lésion qui pourrait évoquer vaguement une maladie sexuellement transmissible, et pour se rassurer, rien de tel de consulter un dermatologue. Alors quand je vous écoute, ça veut dire que quelqu'un qui est parti en voyage et qui a eu effectivement une relation sexuelle peut-être un petit peu douteuse, il est préférable, évidemment pour casser la chaîne, dès son retour à son domicile, d'aller dans un fameux laboratoire. Comme vous le dites, ça c'est le processus que la raison voudrait respecter.
Absolument. Et si par hasard, ce qui est quand même un hasard relativement rare, il a une lésion génitale, il faut qu'il la fasse expertiser auprès d'un médecin et de préférence d'un médecin dermatologue. Alors, à cet égard, je voudrais souligner un élément. Un certain nombre de patients reçoivent, parce qu'ils ont une sexualité en risque, un traitement qu'on appelle un traitement pré-exposition, c'est-à-dire qu'ils prennent un comprimé de façon quotidienne pour prévenir une infection par le VIH. Un certain nombre également de patients prennent en plus un traitement avec un antibiotique qui s'appelle la doxycycline. Et cette doxycycline est censée les protéger en plus contre les infections bactériennes. Le problème est double, c'est que la doxycycline ne protège pas vis-à-vis d'un certain nombre d'infections, en particulier ne protège pas par rapport à la gonococcie, et d'autre part que la doxycycline est photosensibilisante, c'est-à-dire si on va au soleil avec la doxycycline, on risque d'être incommodé lourdement par le médicament parce qu'on prend des coups de soleil qui peuvent être redoutables. C'était important de le préciser. Merci beaucoup Roland Virabel. Je rappelle que vous êtes vénérologue dans la ville de Toulouse et que la meilleure protection, eh bien, c'est le préservatif. La santé en mouvement. Absolument. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. C'était la dernière émission de la saison, donc vraiment un grand merci du fond du cœur à tous nos intervenants et surtout à vous tous, chers auditeurs. Merci pour vos interactions, merci pour les téléchargements de podcasts. Je vous souhaite un très bel été. Vous pourrez nous retrouver chaque semaine avec les rediffusions des meilleures émissions. Il est temps pour moi de vous souhaiter à nouveau de belles vacances et surtout de vous dire à très vite. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Avec la normalité sous ordonnance. Le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain.